Bienvenue pour le premier rendez-vous des tontons. Pour ceux qui viennent d'arriver, mettez-moi juste un petit pouce sur le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Sinon, je serai obligé de revoir mes réglages micro. Donc, un petit pouce levé, ça va. Là, bah, super. Écoute, ça a l'air de fonctionner. Super. Et au niveau de l'écran, c'est pareil. Est-ce que c'est bien lisible pour vous? Bon, eh bien, allez, on attaque. Bon, alors, premier rendez-vous live, on va attaquer une série normalement qui devrait s'enchaîner avec le A qui va nous faire de la fiscalité. On va essayer de reproduire ce format-là de manière assez opportune quand il y aura évidemment des choses à dire et surtout utiliser les compétences de chacun pour faire toujours du partage de connaissances et des remontées d'expérience. C'est le cœur et c'est la vocation de ce groupe. Alors, qu'est-ce que l'order flow? Voilà quelque chose qui est important. Pourquoi en fait aujourd'hui on commence par l'order flow? Et pour beaucoup, vous avez dû le voir, ça nous a quand même sauvé le cul de bien nombre de façons en ce moment. L'order flow, c'est assez simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Allez, je vous le lis. Il s'agit de l'étude des ordres d'achat et de vente qui sont en cours d'exécution. Donc, ça permet aux traders de voir où est le marché et où il est susceptible de se diriger. Alors, direct, je vous mets un bémol par rapport à cela. Ça veut dire que vous, tout ce que vous voyez, la smart money le voit aussi. Donc, les market makers, quand ils ont un coup à faire, ils vont attendre effectivement qu'il y ait quelque chose de visible et de parlant pour se dire, tiens, la majorité s'attend à un tel mouvement. Moi, j'ai besoin de le faire aller à ce mouvement-là et de les piéger. Donc, ils peuvent y trouver plus qu'une coïncidence, un intérêt à profiter de cela. Donc, attention. L'order flow, pour moi, est un outil comme les autres. Je le recoupe toujours avec de la technique, je le recoupe avec de l'ICT-SMC, je le recoupe avec du on-chain, évidemment. Donc, vous connaissez la maison. Donc, voilà. Donc là, on va suivre un petit peu les flows et c'est vraiment quand même assez important parce qu'en ce moment, mine de rien, c'est assez parlant. Et quand c'est parlant, il faut absolument pas hésiter à s'en servir. Et je dis bien quand c'est parlant, parce que faire une surinterprétation de l'order flow, c'est un effet contraire aussi. Essayer de voir des mouvements quand ils n'y sont pas, ou surinterpréter l'order flow. Là, je vais vous montrer. Alors, l'order flow, moi, je travaille essentiellement. Je vais vous remettre à zéro ici. Là, c'est en live. Tac, tac, tac. Moi, je travaille sur trois outils essentiels sur l'order flow. Donc, il va y avoir CoinAnalyze. Donc, vous le voyez marqué en haut à gauche, CoinAnalyze. Ça, je m'en sers très régulièrement. C'est peut-être l'outil que je me sers le plus. En suivant, je suis les liquidités, donc le Liquidity Heatmap. Donc, on suit l'order book où sont les ordres d'achat. Donc là, vous l'avez sur CoinGlass. Vous avez l'adresse qui est en haut à gauche également. Donc ça, c'est assez utile, mais c'est là où on risque le plus de vous piéger. Et le dernier point, ça, c'est juste pour des confirmations ou pour avoir une explication après coup. Mais je m'en sers rarement pour prendre une décision parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est souvent là, pour le coup, le plus piégeux. Donc là, je parle de High Block Capital ou High Block Capital. Et je me sers donc de cette fenêtre chart. Ils ont refait tout le site. Donc là, vous allez agrandir. Moi, j'ai toujours ma sauvegarde en layout. Hop, hop, hop. Et là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les mouvements. Alors, en bleu, c'est les weights. En orange, c'est le retail. Donc ça, je m'en sers surtout pour voir si sur des phases où le cours augmente, si réellement le retail achète et les weights, pas du tout. C'est que réellement dans ces mouvements-là où je me dis effectivement les waves ne vont pas aider, ne vont pas augmenter faire pumper le cours si tous les retails qui viennent de rentrer sont gagnants. Donc ça c'est plutôt rare que je m'en serve, mais je m'en sers dans ce cas de figure-là. On va revenir au cas qui nous intéresse le plus. Donc c'est ici. Tac, 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 je vais vous le mettre comme ça. C'est l'order flow qui, lui, je vais vous mettre aussi, ça, on me l'avait déjà demandé. Alors, quand je les enlève, on me demande souvent pourquoi je les enlève.
c'est parce qu'en fait, pour la lecture, ça m'est pénible. Vous voyez, quand vous avez autant de lignes, avoir les intitulés de chaque indicateur, ça m'alourdit la lecture c'est vraiment un outil où il faut vraiment que ce soit le plus clean possible. Les lignes que j'utilise, je vais vous les énumérer. Donc, bien sûr, en haut, vous avez le cours du Bitcoin. Ensuite, en dessous, vous avez l'Open Interest. Moi, je prends celui-ci. C'est celui qui, pour moi, le plus parlant et le plus représentatif. En dessous, vous avez les funding, donc Aggregated Predicted Funding Rates. Ça, bien sûr, vous l'avez compris, ça fait partie des outils les plus utilisés sur CoinAnalyse. Vous avez le CVD Spot et le CVD Futur. Voilà, donc ça, c'est les lignes les plus utilisées. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde suit. Il y a pas de mystère. Alors, pour faire assez court, parce que bon, c'est pas des cours, hein, c'est rendez-vous des tontons. C'est surtout, moi, je vous présente ma méthodologie. Je vous l'explique sommairement et après, on fait un question-réponse pour que vous puissiez acquérir les bases assez rapidement, assez succinctement. Donc, pourquoi c'est intéressant de vous présenter cet order flow, cette version-là d'order flow chez CoinAnalyse avec l'étude surtout de l'open interest et des funding rates. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux lignes-là, c'est celles qui montrent le plus vite quand on arrive en surchauffe et que ça amène un renversement. Le RSI à côté est moins précis. Parce qu'un RSI, on sait qu'il peut rester explosé entre 70 et 90 et 80 pendant très très longtemps s'il est en grosse période de rush. Alors que les fundings, par exemple, négatifs ne peuvent jamais rester trop négatifs longtemps, sinon ça ne paye pas les positions. Alors, en gris, on va revenir sur l'open interest. Qu'est-ce que c'est l'open interest? L'open interest, c'est le nombre de contrats à levier qui s'ouvrent ou qui se ferment. Donc, moi, j'ai mis des couleurs propres à chacun de mettre ses propres couleurs. En blanc, c'est les contrats qui s'ouvrent, donc une augmentation de nouveaux contrats. Et en gris, donc qui correspondrait au rouge de couleur originelle, quand ça baisse, ça veut dire que des contrats à terme se ferment. Ces contrats-là, on parle de contrats leviers. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier ces contrats à levier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez beaucoup trop d'effets levier, si vous avez beaucoup trop de contrats qui s'ouvrent avec du x100, du x150, x200, maintenant, on peut faire même plus, je crois, sur certaines plateformes. Et ça va obligatoirement tirer le cours comme un élastique. À un moment donné, il ne pourra plus augmenter parce que les gains seront trop absorbés. Toute la supply sera absorbée là-dedans. Donc, à un moment donné, il faudra casser l'élastique. Et on se prend en retour d'élastique. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir quand l'open interest explose de trop, on sait que l'open interest, à un moment donné, rebasculera à la baisse. Les fundings, c'est autre chose. Les fundings, c'est quand une position longue s'ouvre, en face, vous avez une position forcément short et c'est l'une paye la position de l'autre. Donc, quand les fundings sont positifs, ça veut dire qu'il y a plus de longues qui sont ouverts. Et quand les fundings sont négatifs, ça veut dire qu'il y a plus de shorts qui sont ouverts. Et donc, à ce moment-là, c'est les longues qui payent les positions des shorts. Et quand c'est vert, c'est les shorts qui payent les positions des longues. Ou l'inverse, oui, vous avez compris. Alors, le CBD spot. Le CBD spot, lui, il est important. On s'en sert de manière assez différente. Moi, je m'en sers beaucoup pour savoir si on est sur une phase où il y a beaucoup de manipulation ou on est sur une vraie tendance. Effectivement, une vraie tendance qui ne sera pas manipulée par les market makers, on va le voir sur de l'achat spot et pas sur les futurs avec des contrats à levier. Et en dessous, vous avez en rose, du coup, l'inverse des CVD futurs. Donc, grosso modo, ça vous montre s'il y a beaucoup de transactions qui sont effectuées sur le futur plutôt que sur le spot. Voilà, je pense que si pour la présentation, déjà, je vais faire un premier point. Est-ce que pour la présentation, ça vous paraît clair? Est-ce que pour l'instant, vous suivez? Bon, parfait. Allez, alors on continue. On va aller direct dans le vif parce que j'ai pas envie d'aller trop dans le détail et trop vous embrouiller.
on va vraiment faire dans le concret. Et là, au niveau du concret, je vais vous montrer les cas de figure les plus notables. C'est vraiment ceux-là sur lesquels il faut que vous vous attachiez de l'attention et que vous preniez une mécanique pour que ce soit assez immédiat comme vous le voyez. Bon, après, quand je suis là, j'essaye de prévenir, mais des fois, je suis pas là. Mais c'est bien aussi que vous compreniez la mécanique. Donc, en fait, on va s'attacher vraiment à deux cas de figure essentiels. Et c'est vraiment ces cas de figure-là qui nous ont énormément aidés ces dernières semaines. On va prendre le cas de figure où l'open interest explose. Attends, je dis bien explose. Ce n'est pas une petite hausse. On voit vraiment une hausse significative. Là, si vous arrivez à voir, je vais vous l'agrandir. Je vais essayer de vous l'agrandir. Vous voyez, celui-ci, on voit c'est par paliers successifs où ça augmente pour avoir vraiment une grosse mèche qui vient très haut. Donc là, on parle vraiment d'une grosse explosion. On voit ici que dans le vert, ça augmente progressivement, ça partit du rouge, si vous me suivez bien, jusqu'au vert. Donc là, ça veut dire, sans aucune équivoque, qu'il y a effectivement beaucoup de contrats qui sont en train de s'ouvrir et beaucoup de contrats en longue, puisqu'il y a de plus en plus de verts, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de shorters qui payent la position. C'est pour ça que les fundings sont de plus en plus verts et donc positifs. Donc là, c'est évident qu'il va se passer quelque chose. Alors, deux points qui sont essentiels, je m'en sers pour ces deux cas-là, à savoir, un, si ça implique un retournement assez proche, assez immédiat. C'est souvent le cas quand c'est aussi marqué que cela. Et surtout, et c'est en cela que je le publie souvent sur X, pour prévenir quand, j'ai rien contre les shorters, hein, ça m'arrive de shorter régulièrement, mais pour prévenir quand c'est trop tôt pour shorter. Là, très clairement, quand on arrive sur cette seconde grande bougie verte, on voit qu'il y a les fundings qui sont en train d'exploser et l'open interest qui est en train d'exploser. C'est plus le moment de rentrer dans la danse et d'ouvrir en long, mais c'est pas encore le moment de shorter parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu encore de rect. Donc dès qu'on va voir que ça commence à se stabiliser, que l'open interest monte plus et qu'on voit les fundings qui descendent légèrement, à ce moment-là, on peut se positionner en mode shorter en fonction de l'order flow. Moi, je recoupe toujours avec une structure. Et par exemple, une structure, ici, j'attends qu'il y ait cette bougie verte pour me dire qu'il y a eu une tentative de rebond. Elle a avorté ici avec ce sommet-là. Et à ce moment-là, on peut rentrer sur un short. L'order flow, lui, à ce moment-là, vous donne raison. On voit que les fundings baissent, qu'il va falloir, que ça va être le moment de recter tout ce monde. On va prendre l'autre cas de figure. Alors, l'autre cas de figure, je vais essayer de vous l'agrandir. Voilà. Celui-ci, c'est à peu près l'effet inverse, c'est quand c'est qu'il faut shorter. Donc là, vous voyez que les fundings, alors c'était sur celui-là où c'était plus probant de voir quand c'est qu'il faut shorter et quand c'est qu'il n'est surtout pas l'heure de shorter. Par exemple, là, on voit que les fundings fondent, mais vraiment de manière très significative. On voit une belle augmentation de l'open interest. Et quand on arrive vraiment à ce niveau-là, je vous montrerai le post que j'ai fait il y a 2 ou 3 jours. C'est vraiment, donc, on se retrouve sur ces hauteurs ici au niveau du Bitcoin. C'est absolument pas le moment de shorter. Vraiment, absolument pas. Parce que là, on voit encore que tout le monde est en train de shorter parce qu'ils sont dit, ça a tellement pump que c'est maintenant que ça va se retourner. Et l'order flow vous dit le contraire. L'order flow vous dit, non, non, mec, tout le monde est en train de faire ça. Donc, toi y compris. Donc, si tu fais ça, le marché, à court terme, même s'il avait prévu de se retourner, il va attendre. Et il va te mettre peut-être une dernière mèche pour vous sortir et ne pas se retrouver avec tous ces leviers en gain qui après freineront le cours. Voilà pour l'histoire des deux cas de figure, pour moi, vraiment probants. Donc, l'open interest qui monte, funding qui monte, c'est un dump imminent. Et l'open interest qui monte et les funding qui baissent, c'est un pump imminent.
Voilà, ça, c'est les deux cas. Cette vidéo, voilà, elle n'avait pas vocation à blablater pendant 2 heures, mais je voulais que les choses soient quand même claires au moins pour cette partie de l'order flow sur CoinAnalyze. Revenons, vous voyez, là, on avait prévenu, ça c'était sur X. J'avais clairement prévenu sur X notre commu et tous ceux qui peuvent le voir. Hein, je m'en fous de savoir si c'est la commu ou pas, du moment que ça peut profiter à un bien grand nombre. Grâce à l'order flow, ici, on voyait qu'il allait y avoir un pump qui avait été annoncé hein, sur la vidéo en plus. Et toujours grâce à l'order flow, ici, on savait que c'était absolument pas le moment de shorter le marché. Il y avait encore du jus, notamment grâce à ces fundings qui étaient trop négatifs. Et c'est quand on était sur les sommets qu'on a vu que les fundings ont commencé un petit peu à s'égaliser et à baisser. Attends. J'essaye de lire en même temps les choses. Je regarde l'enregistrement. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, Alex, c'est nickel. Ah, super. Non, parce que ça fait super bizarre de parler tout seul dans le vide. Au moins, quand j'ai Julien sur les vidéos, allez, on a le change. Donc, c'est vrai que c'est un exercice intéressant, mais inhabituel pour moi. Donc, voilà, pour résumer sur le coin analyse, les points importants sur les fundings et sur l'open interest, sur ces deux lignes-là, voilà les deux cas de figure sur lesquels il va falloir vraiment s'attacher. Après, une fois que vous serez familiarisé avec ça, on pourra voir des cas de figure où il y a des choses aussi qui sont très intéressantes quand on voit l'open interest, là, par exemple, comme ici. L'open interest qui font énormément et vous avez les fundings qui commencent à revenir dans le rouge. Ça veut dire que le marché est prêt à remonter parce que ça veut dire qu'il peut encaisser qu'il y ait des ouvertures de longues derrière sans que ça vienne freiner le cours du marché sans le sortir de son lit. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous l'avez ici, vous voyez l'open interest qui baisse et on vient dans le rouge ici. Ça vous amène du pump. Ça, alors, j'essaye de pas trop vous en dire, pas trop vous embrouiller pour garder l'essentiel pour vous en mémoire, mais ça se résumerait à cela quand est-ce que l'open interest est vraiment à dépasser le cours dans lequel il était ces derniers temps, ou quand c'est qu'il a vraiment baissé par rapport à son cours moyen des dernières heures, derniers jours. Donc, quand vous avez une situation extrême d'un côté ou d'un autre, vous pouvez en déduire, et je dis bien en déduire, comme un indicateur, mais ce n'est pas une valeur absolue, mais vous pouvez en déduire comme un indicateur supplémentaire à votre analyse, un sens possible au Bitcoin en l'occurrence, puisque là on parle de Bitcoin. Derrière, vous voyez là où on voit que les mouvements sont sains, là on va parler maintenant du CVD spot et du CVD futur. Quand on voit sur la même échelle que la ligne orange est bien plus prononcée que la ligne rouge, attendez, je vais essayer de vous mettre voilà, de manière égale. On a pour nous un signe comme quoi c'est un petit peu plus structurel, c'est un petit peu plus dans le sens de la tendance. Alors, c'est pas une valeur absolue, mais en revanche, ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on voit le CVD spot qui ne bouge pas beaucoup et le CVD futur qui lui bouge énormément, on voit qu'on est sur de la manipulation. Donc, ça ne veut pas dire que ça valide ou invalide la direction que vous vouliez donner au Bitcoin. Ça veut juste dire qu'il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives sur les derniers mouvements que vous avez vus du Bitcoin, puisque c'est de la manipulation. Un point intéressant que je comptais aborder avec vous aussi, il y a des choses qui sont là je voulais pas préparer, il aurait fallu que je vous le ressorte, mais je viens d'y penser maintenant. Allez, je vais essayer là j'en ai un, je vais essayer de vous le zoomer. Je sais pas si pour vous ça va être aussi visible que pour moi, parce que bon, c'est vrai que je fais que ça, H24. Quand on a le cours, alors je vais essayer de vous l'encadrer au mieux. On va le mettre entre ici et ici. Sur cette période-là que je vous ai encadré, on voit que le CVD spot, donc la tendance de fond, aurait envie, elle,
d'être soutenu par des achats. On voit que le cours naturel serait plutôt à la hausse. On voit qu'il y a des petits coups de bélier au bas, au bas, au bas, qu'on ne voit pas sur le CVD spot et plutôt plutôt à la baisse. Si on voit le point d'entrée et le point de sortie, on est quasiment plus bas que sur les CVD futurs. Ça, clairement, ça veut dire, alors il faut que vous exerciez à cela pour que ce soit clair pour vous, mais cela signifie que le cours normalement est prévu à la hausse, mais que les market makers retardent au maximum en tirant sur le futur le cours vers le bas pour éviter que ça se voit trop vite que le cours augmente. Et là, je vous l'ai pris un peu au pif, je l'avais pas travaillé, mais regardez les heures qui ont suivi, c'est flagrant. Dès que le rose est allé dans le même sens que l'orange, qui ne l'a plus freiné, là, quand vous avez le futur et le spot qui sont dans la même direction, le cours ne peut faire qu'une hausse. L'inverse est complètement vrai, mais vraiment complètement vrai. À savoir, vous avez les CVD spot qui baissent, mais vous voyez le CVD futur qui lui est à la hausse. Ça veut dire que les market makers essayent de vous faire croire que le cours continue à augmenter et que du coup on peut continuer à faire du long, alors que déjà sur le spot, alors que déjà les acheteurs sont déjà en train de vendre, mais ça ne se voit pas sur le cours puisqu'artificiellement ils le maintiennent à la hausse. Et dès que ça se retourne, quand vous cumulez du coup la baisse du spot plus la baisse du futur, d'un coup vous vous rendez compte que ça dump très fortement. Donc ça, à vous exercer progressivement. Repassez-vous la vidéo, on va essayer de, c'est pas qu'on va essayer, on va faire en sorte de la publier sur YouTube pour vraiment comprendre ces phases-là. Elles sont vraiment visibles et c'est des outils qui sont beaucoup moins manipulables que celui-ci, où là, on va vous poser un bloc d'achat de 500 bitcoins. Là, oui, là, en l'occurrence, c'est le cas, de 500 bitcoins. Donc, on va se dire, ah ouais, le marché, c'est sûr, il n'ira pas plus haut que ça. Et en fait, ça, c'est vraiment la manipulation de base. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du spoofing, et puis les murs peuvent également aussi se faire exploser. Et souvent, quand il y a vraiment des grosses tendances qui se dessinent, les achats, les gros ordres d'achat ne sont pas visibles. Ça va être plutôt de la petite whale, ça va être du gros retail qui va se positionner. Et ça peut davantage nous induire en erreur que réellement nous donner des indications sûres. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je m'en sers pour valider des TP que j'ai vus sur des zones techniques grâce à mes patterns. Et donc, des fois, je vérifie si sur ces zones-là, il y a quand même quelques jetons qui vont repousser le cours pour effectivement voir le cours rebaisser après avoir tapé ce mur-là. Donc oui, là, je m'en sers un petit peu moins. C'est vraiment plus en termes consultatifs pour amener des confirmations, mais pas pour amener un scénario et une prise de décision. Bon, iBlock, je vous en ai parlé au début. Donc pour iBlock, c'est vraiment plus de l'analyse après coup. On est sur de la post-analyse pour savoir si effectivement ce qu'on avait imaginé, ça se retrouve dans les retails et dans les whales. Pour la présentation et les explications, on a quasiment fini. Donc, du coup, je suis ouvert à toutes les questions. Déjà, Snake, ceux qui ont les micros ouverts, est-ce que ça vous paraissait clair mes explications ou est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? J'ai trouvé que c'était assez clair et que le replay permettra de mieux comprendre certaines choses. Oui, Donc, parce qu'il y a beaucoup d'informations en très peu de temps c'est ça. et du coup, le fait d'enregistrer, ça sera un vrai gain. Je voulais juste finir avec deux, trois choses que je m'étais notées. Il faut vraiment être prudent à ne pas vouloir surinterpréter l'order flow. Il faut vraiment s'en servir régulièrement pour confirmer ou valider quand c'est pas très marqué. Mais quand c'est très marqué, oui, là on peut y aller. Là, en l'occurrence, vous voyez, là, si je regarde ces derniers temps, c'est hyper haché. Donc, il faudra vraiment avoir
comme ce qui est en train de se produire là, un consensus qui est fait pour que quand on voit un changement massif, cela représente quelque chose sur lequel on pourra jouer. Si vous voyez que ça fait le yo-yo en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, ça va accumuler des deux côtés. Ça ne veut pas forcément dire que ça va vous donner à tout prix une direction. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, et j'insiste bien pour dire, ce ne doit pas être une prise de décision. L'order flow est vraiment, vous tracez des courbes, vous analysez et vous dites, waouh, je pense que ça, il y a une pattern où il y a des liquidités à tel endroit. Et est-ce que l'order flow confirmerait qu'il y a possibilité d'y aller? Cette approche-là, c'est la meilleure, à mon sens. Bon, vraiment, sauf quand, par exemple, moi, je fais des posts où c'est vraiment visible, où je sens qu'il y a quelque chose d'imminent. Mais sinon, il faut s'en servir comme un outil supplémentaire et pas tout miser dessus, ni tout miser sur les liquidités ou sur ICT, SMC. Voilà. J'ai beaucoup parlé, c'est à vous. Il y a deux Ok, membres qui sont en train d'écrire dans le chat. Ah ben voilà, il y a Josh, il demande, le mieux c'est de regarder en quel time frame. Alors, ça dépend comment tu te situes. Si tu te situes comme un trader et que tu fais de l'intraday, le 1 heure, c'est parfait. Le 15 minutes, moi, ça m'arrive vraiment de faire du 15 minutes, voire du 5 minutes pour être sûr si c'est pas trop tôt quand je lance une alerte. C'est trop tôt pour shorter. Il y a encore les foundings qui sont trop négatifs. On voit pas de changement immédiat. Donc, effectivement, là, je zoome. Sinon, pour toutes les alertes là, que je vous ai données, vraiment, sans vouloir me mettre en avant, mais je crois c'était du 100% sur le dernier mois, sur toutes les alertes grâce à l'order flow. Et c'était fait sur du 1 heure. Donc pour moi, le 1 heure, quand c'est du trading, c'est vraiment la bonne UT. Après, on peut s'en servir également sur du moyen terme ou du long terme pour les retournements. Je vais essayer de voir si je peux faire ça en semaine. Voilà. Si vous voulez faire du long terme, à savoir en tant que juste investisseur et pas en tant que trader, on sait que les grosses périodes rouges, on y reste. Alors là, les fundings pour qu'ils soient visibles sur plusieurs semaines, ça veut dire qu'on est proche des bottoms. Et ça, c'est super important de voir ces périodes-là. L'inverse est vrai aussi. Par exemple, si vous regardez les pointes qu'on fait sur les fundings, je vais essayer de vous l'agrandir. Voilà, quand on voit les excès sur les fundings, vous savez aussi de la même manière que le marché va se retourner. Là, on est monté à 0,1, ce qui est énorme, c'est colossal en funding. C'est des frais colossaux. Donc là, vous savez que le marché, à un moment donné, il va se retourner pour liquider tout ça, rafraîchir tout ça, pour revenir dans le rouge. Et là, vous le voyez, la chute vertigineuse du vert pour descendre dans le rouge. Et quand on est dans le rouge sur cette dernière spike, vous voyez qu'on est sur un bottom le saisonnier, hein, c'était je crois les 30 et quelques mille. Et là c'était clairement le moment de reconstruire ces bacs. C'est pour ça que je parle en long terme. On voit effectivement que ça repasse très vite dans le vert, donc ça nous redonne encore un pic. Et là, ce pic-là qui est un piège, je vais pas trop m'étendre sur ce deuxième pic-là qui était du FTX qui nous a bien aidé, cet enfoiré. On va, du coup, pour atteindre le bear market, on va attendre de retomber vraiment dans des zones très rouges pour se reconstruire nos bagues. Donc, je le redis, sur les unités de temps daily, weekly ou monthly, c'est vraiment pour du holding, c'est pour du long terme et ça vous donne un indicateur supplémentaire pour savoir si le marché est en surchauffe ou si c'est le moment d'y rentrer. Voilà, voilà. Donc, est-ce que ça a répondu à ta question, Josh? Avec plaisir. On revient. Alex, donc j'avais une petite question par rapport parce que je vois que tu utilises les Aggregated Predicted Funding Rates
et pas les Oui. funding rates normaux. Donc j'avais une question, quelle est la différence entre les deux et pourquoi tu fondes tes analyses sur les predicted? Alors, ils englobent et ils listent beaucoup plus de données que sur les autres. Ça ne veut pas dire que ça marche pas les autres. Je me suis servi pendant un moment et en fait, j'ai toujours vu que c'était un petit peu plus contrasté sur le predicted et du coup, pour moi, ça m'aide dans ma lecture. D'accord. Les autres sont pas biaisés, hein. Attention, hein, c'est pas qu'ils sont biaisés, juste le predicted. Lui, il fait rentrer. Arrêtez-moi parce que ça, je l'ai pas travaillé, mais je le savais à l'époque quand je prenais mes cours il y a une dizaine d'années, hein, on m'avait expliqué le predicted et mécaniquement, je les ai enregistrés. Je me rappelle plus le détail précis, mais je sais que ça prenait plus de données et qui permettait d'avoir un meilleur contraste sur les données. La mécanique et le calcul, je ne l'ai pas. Ça, je n'ai pas bien travaillé. Ok, ça marche. Non, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que ce que je vous donne, c'est ce qu'on travaille au niveau professionnel tout le temps. On prend les predicted, aggregated predicted, et c'est à chaque fois, pour moi, plus lisible là-dessus. Après, si vous avez pris l'habitude sur des phonic rates normaux et que vous trouvez la lecture assez parlante pour vous, ne changez pas vos habitudes, hein. Juste que moi, je suis habitué comme ça. Je trouve que ça représente, ça me parle mieux. D'accord, merci. Juste Alex, Dis-moi. tu étais en train d'expliquer un truc par rapport au funding, je crois, donc je sais pas si tu avais fini d'expliquer ou pas. Oui, donc en fait, il va falloir que je vérifie la différence fondamentale, car moi j'avais retenu qui prenait des éléments qui est à base de moyenne, mais je me rappelle plus le détail ni le calcul. Donc j'ai peur de dire une connerie et de ne pas être précis. Ce qu'il y a, c'est que je sais que à l'époque où j'apprenais le trading, tout le monde travaillait sur le predicted, tout le monde l'avait pris pour acquis. Et que du coup, c'est vrai que moi, je me suis habitué à travailler sur celui-ci. Et je pense avoir une lecture un peu plus affinée sur celui-ci que sur les autres. Mais les autres sont évidemment justes, hein. De toute façon, là, je vous ai mis en dessous le dernier. C'est quasiment les mêmes, hein. Alors, il y a Richard qui demande, à titre d'exemple concret, peux-tu nous faire un commentaire sur le dump actuel en M15, je pense pour BTC. Il veut un commentaire à titre d'exemple concret. Tu peux nous faire un commentaire sur le dump actuel en M15? Oui, Alors moi, je vois pas un dump. oui, Mais si on se met en 15 minutes sur l'order flow, là, il n'y a aucune interprétation sur l'order flow. Le seul truc on pouvait voir, si vraiment, mais pour moi, c'est pas suffisant pour lancer une alerte. Mais si vraiment on voulait creuser, on voit que, tac, tac, je te le mets en flèche. On voit que l'open interest ici augmente en 15 minutes pas mal. On voit que les fundings restent assez élevés avec certaines augmentations. Ici, ça augmente. Ici, ça augmente. Ici, ça augmente. Donc, on est plutôt sur des phases où ils se densifient, les longs. Donc, oui, là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un mini dump. Mais moi, je m'en sers vraiment pas pour ces micro-positions parce que comme je fais que du swing et de l'intraday, que je fais pas du scalping, ça ne rentre pas dans mes lignes de compte. Mais effectivement, là, tu vois, en zoomant, on voit bien qu'il y a une hausse de l'open interest et que du coup, toutes les hausses qu'on a eues sur le Bitcoin là, ces derniers quarts d'heure allaient être corrigées puisqu'il fallait balayer tous ces leviers qui venaient de rentrer en se disant ah, ça y est, on va faire comme Tonton a dit sur son call, on va aller au 61. Donc, il y a balayage. Mais pour moi, c'est rien parce que même si ça fait une balayette jusqu'à 59 500, ça va complètement balayer ces derniers open interest qui viennent d'arriver. On se retrouverait peut-être par là.
Et du coup, on repartira à zéro sur un nouveau cycle. Donc, je peux rien construire là-dessus, sur ces mouvements à faible amplitude. Mais effectivement, tu vois, tu as raison, en zoomant, on voit qu'il se passe bien quelque chose. Oui, Richard, pour dégonfler l'OI, exactement. C'est vraiment ça, il faut en être sûr. Hein, ce n'est absolument pas fortuit. Hein. Tout ce qui se passe sur l'Open Interest et sur l'order flow, c'est vraiment pour la plupart du temps dégager les gros leviers. Vraiment. Tant que les directions claires n'ont pas été établies, ils n'ont pas montré leur jeu leur carte, ils vont jouer à ce yo-yo en allant récupérer des liquidités. Là, on l'avait vu très clairement sur le heatmap ces derniers jours. En fait, à chaque fois qu'il y avait des blocs qui étaient posés, on les cassait au nord. On va les rechercher au sud. On est allé rechercher cet ordre au nord pour ensuite ici rechercher. Il y avait des ordres au sud à aller rechercher. Donc là, on voit bien qu'on fait un ping-pong entre les liquidités et qu'il est visible assez facilement sur l'order flow. Là, puisqu'on en parle, vous voyez là ces chutes, ces escaliers là qui baissent sur l'order flow en 15 minutes, qui ne sont pas vraiment visibles en 1 heure. Là, ça laissait effectivement entendre qu'on allait pouvoir reconstruire des positions en longue sans que ça fasse, sans que ça alerte énormément le marché, puisqu'il y avait peu de positions, mais surtout c'est qu'il y avait la place pour récupérer des contrats à terme, mais jusqu'à une certaine limite. Vous voyez, là on est bien monté pour redump derrière. Voilà, ça c'est des explications un petit peu que je vous fais sur ce que je vois, mais je vous le dis, ne vous amusez pas sur le scalping. Tant mieux si vous essayez de vous faire la main sur du 15 minutes pour essayer de voir et anticiper les mouvements. Mais attention, il y aura plein de fois où ça sera piégeux. Il y a N12 qui te demande quel cours as-tu suivi à l'époque et y a-t-il des cours ou formations que tu recommanderais à l'heure actuelle? Alors, moi j'avais fait des cours privés, mais là, par exemple, aujourd'hui, ce qui est accessible, qui n'existe plus d'ailleurs à l'époque, mais là, vraiment, pour la technique, ce que je recommande le plus, rapport qualité-prix, je trouve, si ça n'a pas changé, c'est le Tron. Hein. Pour moi, il reste quelqu'un qui est au niveau de la technique. Alors, je trouve qu'il base trop sur la technique, mais au moins la technique est imparable. Donc, il fait une approche ICT SMC, il fait une approche order flow, je crois aussi. Il fait une approche order flow, il fait une approche. Non, mais je crois qu'il balaye tout, notamment aussi le chartisme. Et c'est assez intéressant parce que je crois que c'était un abonnement style 30 ou 40 balles par mois et tu avais accès absolument à tout. Tu pouvais en plus tous les jours travailler avec lui et avoir des retours. Il y avait une vraie interaction. Donc du coup, je trouvais honnêtement, hein, pour 40 balles par mois, c'est super. Après, moi je vous dis très sincèrement, vous avez du contenu gratuit ou quasi gratuit. Là, quand je parle du Tron de 40 balles par mois, c'est quand même assez accessible pour avoir une interaction hein, derrière. Mais n'allez pas vous taper des formations à 1000 ou 2000 balles. Hein. La plupart des cours, la plupart des explications, des tutos sont accessibles gratuitement, vraiment de manière assez simple. Et surtout, ne pensez pas parce que vous allez maîtriser la technique à 100% que vous allez être bon. Hein. La technique, c'est vraiment 30% de la réussite de votre deal. Donc, il y aura beaucoup d'expérience, il y aura beaucoup de côtés contrariens. Donc, il faudra vraiment y faire un gros travail là-dessus. C'est que tous ceux qui misent tout sur la technique, c'est vraiment problématique. Il y a Alban Meillat qui pose une question que je trouve intéressante. Il demande, est-ce pertinent de tracer support et résistance sur l'Open Interest? Alors, ça dépend sur quoi il veut le tracer. S'il veut le tracer sur le... Ah oui, non, pardon, j'avais compris l'order flow. Sur l'Open Interest, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, sur du court terme, on peut essayer de faire un range. Je vais te l'agrandir. On peut essayer de se faire un range, mais quand il y a des grosses phases où il y a du monde qui arrive, et donc du coup, il va y avoir une masse de nouveaux contrats futurs qui vont venir se rajouter aux autres, on va sortir de ce range-là. Donc
elles seront très facilement cassées dans un sens ou dans un autre. Pour que tu comprennes mieux ce que je dis, si je te mets par exemple en journée, tu vois, par exemple, en journée, ici, on est allé très très bas. Ici, on est en train de remonter dans des sommets. Et si on va on va essayer de faire en monthly. Tu vois, en monthly, tu vois vraiment qu'on ne peut pas se focaliser sur un range. On est vraiment trop sur des écarts assez importants, suivant si on arrive sur du bull run, puisque là on est en 2000. Ici, le bull run, c'était 2020-2021. Il y a énormément de monde qui arrive, qui rentre, qui font des contrats. Donc là, on ne pouvait pas étudier du tout de range. Maintenant, après, il y a eu un désintérêt jusqu'au bear market. Et maintenant, ça reprend, donc ça fait revenir du monde. Et ce monde-là va se cumuler. L'aggregated, l'open interest, ce n'est pas borné, contrairement à d'autres indicateurs. Donc, du coup, tu peux aller plus haut et tu peux aller plus bas. Mais ta question est pertinente et je suis assez d'accord en revanche que si tu vas sur du 1 heure, c'est à toi à montrer à peu près entre quoi et quoi il oscille pour te dire, bon, là, il se rapproche vraiment des plus hauts qu'il avait fait il y a 2-3 jours. Le marché va pas aimer. Et ce réflexe-là, cette réflexion-là de se dire, bon, mais là, c'est vrai que là c'est un petit peu inhabituel et ça va un petit peu dans un extrême, que ce soit trop bas ou trop haut. Là, oui, tu peux te dire, tiens, ça casse une résistance ou ça casse un range. Et effectivement, là, ça va péter. Mais très sincèrement, tu vois, je vais te faire un range pour essayer d'être plus clair dans mon explication. Hop, hop, on va tracer une ligne. On va faire une ligne horizontale. On va dire ici, range du bas, range du haut. Et on va faire un tracé. On va prendre celui-ci. Si tu attends d'être sur ce range-là, en bas ou en haut, pour prendre une décision, te donner une alerte ou pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que par exemple, en restant dans ce range-là, si moi je vois l'open interest, qui chute comme ça, sans aller. Mince. Ah, mince. Allez. Arrête-toi. Bon, José sortant de son corps. Ah ouais. Là. Voilà. Tac, sans aller en bas du range, pour moi, c'est déjà assez significatif pour lancer une alerte et vraiment avoir une prise de décision sur mes trades à venir. Sans aller sur le bas ou sur le haut du range. Moi, vraiment, ce qui va vraiment me provoquer une décision, c'est justement si tu as un tracé sans qu'il sorte du range ou qu'il reste dans le range, mais un tracé particulier. Ce tracé particulier, il faudra vraiment que ce soit. Est-ce que j'ai le tracé j'ai pas le tracé sur celui-ci comme sur TradingView. Et pour résumer, moi, ce que j'adore voir, c'est une hausse qui fait. Alors, revenez ici. Une hausse en escalier qui augmente rapidement ses hauteurs de marche. Voilà. Quand je vois quelque chose comme ça, alors là c'est assez zoomé ce que je te marque, mais moi quand je vois que ça fait une sorte d'exponentielle, une virgule vers le haut qui accélère fort, je sais derrière qu'il va y avoir une balayette. Ici on voyait très bien que ça augmentait fort et ici les fundings baissaient. Donc, on savait très bien que ça allait continuer à augmenter jusqu'à ce que les longues arrivent et se remettent dans la course. Donc, c'est ça. Moi, c'est surtout les mouvements vraiment marqués qui m'intéressent. Alors, il y a Chrysabu qui demande, à un moment donné, quand le Buren va monter, l'OI va monter et les fundings vont exploser. Comment savoir que ça sera effectivement la vraie montée? Personne ne le saura. C'est dans tous les cas de figure, quand tu vas avoir l'OI qui va exploser, les fundings qui vont exploser, et ça, tu le regarderas, je t'encourage à le regarder sur tous les bull run et les deux que j'ai connus en tout cas. C'est qu'à un moment donné, même si c'est clair pour tout le monde qu'on est en bull run, même si c'est clair que ça va pas s'arrêter le lendemain, si l'OI est explosé et les fundings sont explosés, on se prendra moins 10, moins 20%, voire plus. Hein. Vous regardez dans tous les bull runs,
alors que les choses sont bien claires, que tout le monde a compris où c'est qu'on allait, et que il y a une adoption qui se fait avec les nouveaux qui débarquent, les pubs à la télé et compagnie, il y a forcément des low kicks pour justement purger, essayer d'éteindre un peu l'incendie en faisant baisser les fundings, en faisant baisser l'OI. Mais oui, dans ces périodes-là, on ne verra que peu les fundings dans le rouge et que peu l'open interest vraiment descendre de manière significative. Il y a le R qui demande, peut-on prévoir un top ou un bottom avec la charte du CVD futur et CVD spot? Non, non, absolument pas. Dans les tops et les bottoms, moi, les données basiques sur lesquelles je le prévois, ça sera certainement pas l'order flow. L'order flow, c'est vraiment pour donner une tendance court terme, moyen terme. Mais sur le long terme, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, ni les funding, ni l'open interest. Donc ça, c'est des données qui interviennent de manière momentanée, mais qui ne sont pas un outil absolu. Moi, je préfère regarder un RSI. Je préfère regarder le MVRV Z-score. Je préfère regarder les ratios long-term holder. Donc mélangé avec du on-chain, hein, ceux qui savent ont compris. Donc voilà, moi le on-chain sera bien plus parlant et les momentum seront bien plus parlants que l'order flow. Ok, merci. Alex, moi j'ai une question à te poser. C'est comment tu arrives à combiner l'order flow avec le chartisme? En fait, c'est assez simple. Moi, l'order flow, ça peut m'appuyer de lancer un trade si je vois que c'est super, que le moment est super propice. Par exemple, quand vous avez les fundings qui sont dans le rouge à donf et que vous avez l'open interest qui est haut, ça me fait pas peur de lancer un trade. L'inverse, ça me fait peur. Donc ça va juste venir augmenter ou diminuer ma gestion du risque. Donc ça sera des entrées qui seront moins proches du market. Ça sera des entrées 2 et 3 assez basses si vraiment je sens qu'à un moment donné, il y aura un low kick. Donc en priorité pour toi, c'est d'abord l'order flow, puis après les charts. Non, 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 non. Les charts pour moi sont prioritaires. Donc on va regarder les trendlines. Et ensuite, je vois si au niveau de l'order flow, c'est propice, quoi, le contexte est favorable ou pas. Mais pour moi, la charte, elle reste prioritaire, hein. D'ailleurs, on l'a vu, et c'est ce qui m'a donné pas mal de réconfort dans mon scénario. On a vu que les altes étaient très résilientes. On ne pouvait pas le voir sur l'order flow, ça. Et donc, si quelqu'un se disait, bon, je vois que le BTC peut descendre et je ne vais pas prendre du coup de trade sur les altes parce que l'order flow ne me rassure pas, ben là, on était passé à côté. Parce qu'en fait, les altes ont été hyper résilientes et ça ne se voyait pas sur l'order flow. En revanche, ce qu'on voyait, c'était qu'elles étaient sur des supports historiques qu'elles comprimaient vachement dans des triangles. Et là, le chartisme avait toute sa place. D'accord, c'est très clair. Il y a Alban Meya qui demande si l'open interest est très stable. Tu ne te places pas ou tu attends une réaction? Non, je le redis vraiment, l'order flow et l'open interest, pour moi, ça vient pour appuyer ou infirmer, mais je vais pas me dire, tiens, il se passe ça ou ça, donc je vais lancer un trade. Je vais lancer un trade parce que j'ai vu des belles chartes et je me donne confirmation ou pas avec l'order flow. Mais si l'order flow, par exemple, comme tu dis, l'OI, il est stable, ça ne va du coup avoir aucun impact sur ma prise de décision. En revanche, s'il est élevé, oui, j'y ferai attention. Et les fundings aussi. On a vu des périodes où sur les alt et BTC, les fundings étaient explosés tout dans le vert, notamment quand on avait fait l'ATH. On savait très bien qu'il allait y avoir une balayette derrière. Ça, c'est sûr. Donc là, oui, là, on aurait pu s'en servir pour ne pas lancer de long, mais bon, c'était assez évident pour tout le monde de ne pas lancer de long.
Voilà, Ok, voilà. c'est très clair, merci. Bon, eh Franchement, bien, je pense qu'on est calé sur ça, hein. pardon? À force. Je pense qu'on va être bien calé sur ça à force. Ouais, il faut. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de partage sur des données assez importantes. Et je vois même quand je fais les posts sur X, on se rend compte il y en a plein, tu vois, qui tombent des nues et qui disent ah bravo, nanani nana. C'est assez dommage, quoi. C'est un petit peu le reproche. Personne n'est parfait. On a tous nos façons de trader. En revanche, moi, j'encourage vivement tout le monde à recouper tout le temps vos méthodes. Ne pas rester que sur l'ICT-SMC, ne pas rester que sur le chartisme, ne pas rester sur le on-chain, mais essayez de vous familiariser avec plusieurs techniques, de vous les mixer. Et vous allez voir que si vous écoutez à peu près ce que vous donne une technique comme alerte ou comme confirmation, ça va vous éviter pas mal de déboires, hein. Ouais, ça, c'est clair, ça nous a sauvé énormément de fois. C'est clair. Alors, comment pouvez-vous optimiser un portefeuille d'actifs diversifié en utilisant le premier modèle d'évaluation des risques? Ok, Ah, belle question, ça. ouais, ouais, allez hors sujet. Il y a Bon, RS qui a posé une bonne question en haut. ah, comment ça se fait que certaines fois où les fundings sont très verts et que ça pump, ben les fundings baissent quand même. Alors ça, c'est un petit peu, c'est le post que j'avais fait sur le club des tontons. En fait, c'est peut-être une des meilleures questions. Bravo RS, parce qu'en fait, quand les fundings sont hyper élevés et que l'open interest est super élevé, le réflexe, comme je viens de vous le dire, c'est on peut s'attendre à un low kick pour venir balayer tout cela. Mais, mais si le marché est sur une reprise haussière, là on va prendre le cas d'une reprise haussière, il suffit juste au marché de faire un range qui dure, d'amener un petit peu de doute, qu'il y ait une ou deux FUD aussi par derrière sur de la fonda, et les longs vont se fermer tout seuls. Donc l'open interest va baisser et les fundings vont baisser aussi puisque le poids des longs va diminuer face au poids des shorters. Et en fait, sans rien faire, vous allez avoir l'open interest et les fundings qui vont baisser. C'est pour ça que regardez je crois que c'était hier, hein, le post sur le club. C'est pour ça que je vous ai lancé le call à 59 900 en disant je prends quand même cette entrée là parce que c'est possible que juste en faisant du range autour de ces valeurs-là, on peut avoir les funding et les open interest qui baissent. Alors pour l'instant, c'est pas super visible, mais en tout cas, ça peut être le cas parce que si les gens se mettent à douter en se disant bon, là, ils nous préparent un low kick, machin, compagnie, les gens ils se disent bon, je vais fermer mon long, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ça arrive fréquemment que, sans qu'il ne se passe rien de notable sur le cours, on voit et l'open interest et les longs et l'open interest et les funding qui baissent juste sur un range du Bitcoin sur un haut de range. En se disant, bon, ben là, de toute façon, il est sous résistance, ça passera pas. En plus, ça dure, ça dure, ça dure. On voit que ça grignote un petit peu au sud, mais pas de gros mouvement. Et les gens, ils sont usés et ils sortent. Donc, très bonne question, RS. Merci pour ta réponse. Ouais, Il bah, n'y a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, c'était bien clair. Merci pour ce petit live, Alex. Eh bien, ça fait plus d'une heure. Magnifique. Très beau format. Attends, on a peut-être encore deux questions. Oui, vas-y. J'ai ma Bah, bouteille il y a d'eau. Il y a Chris Albu qui me demande si ça serait possible de nous faire un cours sur les fair value gap. Alors, franchement, Chris Albu, tu tapes FVG sur YouTube ou sur ton moteur de recherche favori, tu vas avoir des cours qui durent 15 minutes sur les FVG. Les FVG, c'est assez simple, hein. Après, les boss et les chocs et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais l'essentiel sur le FVG, c'est... Tiens, je vais te donner un outil sur les FVG.
Sur les FVG, tu prends Hanch. Je sais pas si tu le vois là, ce que je t'ai marqué là. Hanch / FVG. Ça te trace les FVG sur ton tracé. Et pour résumer, le FVG, c'est une zone qui n'a pas été visitée ni par une mèche, ni par un corps, et qui a pas été revisité ni à la hausse ni à la baisse sur cette bougie-là. Donc une grosse bougie verte qui monte, et il n'y a pas eu ni de mèche venant du sud, ni de mèche venant du nord. Ce corps de bougie est vierge, et donc le cours va vouloir y redescendre. Et on dit qu'elle est comblée quand elle fait 50% de revisite, quand elle a revisité 50% de cette bougie. Mais tu verras, c'est très simple. Ça sera très simple. Ça mérite même pas un cours. Alors, on a raté personne? Je Non, pense que non. Non, c'est bon. Bon, il y a une question qu'on répondra pas et on n'a pas d'autres questions pertinentes. Ah oui, je viens de la voir. Ouais. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de dimanche. Et bien, je vous dis à très vite sur Telegram et ailleurs. Et une bonne semaine de bump. À tous. Allez, on espère. Ciao, ciao. Bonne Allez, soirée, bonne les soirée connus. tout le monde.